Établissement du cash. Donc ce qui était dit est exact. J'ai déposé un recours hiérarchique, puisque je n'ai pas le droit de le faire au niveau du tribunal administratif, en lieu et place du préfet de police, président du conseil d'administration, qui a refusé de le faire, en essayant d'argumenter de façon factuelle et de répondre aux éléments de l'ARS. Il y a des réalités effectives, une activité qui est faible, mais il y a d'autres établissements qui ont une activité plus faible que nous qui avaient été autorisés. Il y a effectivement des déficits financiers. Cela étant, les actions des dernières années ont permis de le réduire de façon massive, puisqu'il y a eu une réduction de moitié du déficit, ce qui est non négligeable, mais derrière avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur les fonctionnements des services, sur les emplois des personnels essentiellement paramédicaux qui ont été concernés, et ensuite les anesthésistes réanimateurs. Effectivement, on a un déficit de titulaires, donc on a des gens qui ont été contractualisés et on est obligé de n'ouvrir le nombre de salles qu'en fonction des équipes qu'on avait pour assurer la sécurité. Donc la sécurité de cet établissement n'a jamais été mise en cause. Maintenant, il y a des décisions. L'ARS est tout à fait dans son droit de dire voici, on n'autorise pas tel établissement. Je tiens à souligner une chose, c'est que parallèlement, il y avait le dépôt de l'autorisation de renouvellement, du moins la demande de renouvellement de l'autorisation de maternité. Nous avons eu cette reconduction d'autorisation tacite. Donc pour les 5 prochaines années, c'est quelque chose d'important, alors que des établissements voisins, Neuilly, pour ne pas le citer, la clinique Lambert, n'ont pas eu cette autorisation et doivent redéposer un dossier complet. Et c'est curieux, c'est que c'est les établissements que je citais dans mon argumentaire. Donc quelque part, on a été un petit peu entendu, mais cela signifie bien qu'il y a, au-delà du problème du cash, un vrai problème sur la prise en charge des patients, sur la circuit patient et sur une vraie politique de santé publique au niveau des hospitalisations. Donc, au-delà simplement du cash, la problématique, c'est d'essayer de faire comprendre la nécessité d'avoir une politique cohérente, politique de la ville, politique des villes. Dans le cas des GHT, de la même façon, cela résulte des lois santé qui ont été votées publiées en janvier 2019 avec les décrets en avril 2019. 2016. J'étais déjà dans la prospective, en sachant que je pense qu'au contraire, il faut que les médecins et les personnels s'investissent dans ces structures pour en faire des outils, ce qui était au départ des outils essentiellement médico-économiques, d'en faire de vrais outils pour la prise en charge des patients. Je ne vais pas être plus long, s'il y a des questions, je les poserai de façon ponctuelle, parce que ça permettra à d'autres de s'exprimer. Je veux simplement d'abord vous remercier d'être là ce soir encore, parce que on est tous présents sur tous les fronts en ce moment, entre la loi El Khomri, la défense de l'hôpital et toutes les difficultés qu'on rencontre. On sollicite finalement beaucoup les personnes qui veulent bien s'engager pour la défense de leurs intérêts et de l'intérêt général. Donc c'est très important que vous soyez là et je vous en remercie. Je pense que cette situation de l'hôpital de Nanterre, malheureusement, n'est pas une situation unique ni originale. Elle s'inscrit dans des choix politiques, comme l'a bien dit à l'instant le docteur Rosenbaum, qui dirige la CME. Elle s'inscrit dans une démolition du service public pour livrer l'essentiel des activités de ce pays, y compris les activités de santé, au privé. Et donc on ferme les établissements publics
même lorsqu'il y a des besoins, même lorsque l'on sait qu'on s'adresse à des populations qui ne pourront pas payer les dépassements d'honoraires exigés dans le privé, on ferme quand même pour ne pas engager les moyens de l'État. On essaie de justifier ces fermetures par des déficits. Je dis très sérieusement et très solennellement que ces déficits sont organisés. Quand ils ont instauré la T2A, ils savaient qu'ils mettaient tous les hôpitaux publics en difficulté. Évidemment, les établissements privés, eux, ils choisissent leurs activités. Alors, ils choisissent ce qui est lucratif et tout ce qui ne rapporte pas d'argent, ils ne le prennent pas, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Mais les établissements publics, eux, ils ont des contraintes liées au service public. Ils doivent accueillir tout le monde, les pauvres, les riches, toutes les pathologies, celles qui rapportent de l'argent et celles qui n'en rapportent pas ou qui en rapportent moins. Et évidemment, tous les hôpitaux publics, ou à peu près, sont actuellement en déficit. Et ce déficit organisé est utilisé ensuite pour justifier des fermetures. C'est très exactement ce qui se passe ici, mais c'est ce qui se passe dans tout un tas d'hôpitaux. Moi, comme députée, membre de la Commission des Affaires sociales, je reçois tous les jours, de tous les coins de France, des courriers, des exemples de fermetures, de maternités, de services divers, toujours avec le même argument. Ah, vous êtes en déficit. Alors, le problème de savoir si les gens sont bien soignés, si ceux qui sont pas très riches pourront accéder aux soins, ça n'entre pas en ligne de compte. Et ce qui entre en ligne de compte, c'est la financiarisation. Donc voilà dans quelle situation nous sommes. Je ne parle pas du procédé, parce qu'en plus l'ARS se comporte avec un autoritarisme absolument insupportable, passons par-dessus l'avis du conseil d'administration, qui vote des projets médicaux sur lesquels on s'assoit, qu'on ne met pas en œuvre. L'ARS décide autoritairement de supprimer ceci, de supprimer cela. J'entendais à l'instant Luc Rosenbaum dire on est content parce qu'on a l'autorisation de poursuivre l'activité maternité. Mais je me permets de faire remarquer qu'on a aussi l'autorisation de poursuivre la chirurgie ambulatoire jusqu'en 2018, mais que l'ARS vient de décider qu'elle l'arrête. Elle l'arrête. Donc, je suis contente que la maternité puisse continuer d'exercer. On nous dit que c'est pour 5 ans. Alors ça, je n'en sais rien, parce que si l'année prochaine, brusquement, l'ARS nous dit « Hop, on arrête au 1er août, on arrêtera au 1er août, puisque maintenant c'est comme ça que ça marche. » C'est la démocratie nouvelle qu'on nous inflige. Et évidemment, c'est la même chose avec la loi travail, avec la loi El Khomri. Il y a une majorité de citoyens qui n'en veut pas. Il y a une majorité de syndicats qui n'en veut pas, il y a une majorité de députés qui ne veut pas la voter, mais le gouvernement continue autoritairement d'essayer d'imposer cette loi. Donc, je pense qu'on a raison de se dresser contre ces méthodes et contre ces choix politiques qui sont dramatiques et qui vont le devenir de plus en plus, en direction de l'ensemble de la population. Évidemment, les premiers touchés sont les plus faibles, les plus modestes, évidemment, comme toujours. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Tout le monde est exposé, particulièrement dans le domaine de la santé. Parce qu'il faut quand même mesurer ce que ça représente, même quand on a des moyens financiers ou qu'on croit en avoir. Dès qu'il y a des interventions importantes, dès qu'il y a des traitements longs et coûteux, évidemment, tout le monde est concerné. Et je pense que c'est très important de le souligner devant l'ensemble de la population. Donc, on va avoir un conseil d'administration le 1er juillet, là. C'est un vendredi, c'est vendredi prochain d'ailleurs, je pense. Et on va redire tout ça devant le conseil d'administration avec les organisations syndicales. La direction de l'hôpital, de toute façon, elle applique les injonctions de l'ARS, elle n'a pas le choix. Ils ont déjà beaucoup redressé, si on peut dire, les finances de ce lieu, surtout en supprimant des emplois d'ailleurs. Mais évidemment, ça ne suffit pas, il faut continuer, etc. Donc on va dire ce qu'on en pense. Ceci dit, c'est sûr que
si il continue comme ça, évidemment, il risque de détruire finalement toute l'activité hospitalière et au-delà, peut-être, voilà, on ne sait pas. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire. Évidemment, je pense qu'il faut continuer de se battre parce que il faut rejoindre le comité de défense, me souffle Daniel, il a raison. Je pense qu'il faut qu'on continue de dire les choses parce que même si ils arrêtent comme ils en ont pris la décision, l'activité actuelle, etc., ça n'exclut pas que si on changeait de politique, on pourrait, ici il y a de la place, il y a des possibilités énormes de reprendre des activités. C'est pour ça que je pense que de toute façon, il faut continuer de dénoncer ces choix et de formuler d'autres propositions en soulignant les besoins, parce que tout de même, ici, dans ce bassin de population, il y a des besoins sanitaires énormes et il y a des populations, je ne parle même pas de ceux qui sont accueillis au CHAPSA, etc. Parce que alors, ces personnes ont impérativement besoin d'être prises en charge. Mais je parle de la population dans les quartiers ici. Enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas payer les 200 € de dépassement d'honoraires qu'on doit donner à l'anesthésiste, auquel s'ajoutent les 200 € qu'on doit donner au chirurgien. Déjà, avant de commencer, avant d'avoir fait ouf, il faut sortir un chèque de 400 €, mais il y a des gens qui peuvent absolument pas, tout simplement. Et donc, mesurer ça, c'est très important, le dire et le faire percevoir par l'ensemble de la population, je pense que c'est important. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire et je vous invite à continuer la mobilisation. Je pense qu'il ne faut jamais désespérer, il peut y avoir des retournements de situation et là en ce moment le gouvernement est très en difficulté. Vous avez vu qu'il a voulu tenter d'arrêter la manifestation d'hier et qu'au dernier moment, d'abord ils ont des dissensions entre eux, je ne vous raconte pas ce qui se raconte à la buvette de l'Assemblée nationale, mais on voit bien qu'ils sont aux abois, ils ont des dissensions entre eux et ils ne savent plus comment se dépatouiller avec ce cul-de-sac dans lequel ils se trouvent avec la loi El Khomri. Ils ont tout utilisé, l'euro, l'hôpital Necker, les syndicalistes sont des casseurs, ils ont osé utiliser le couple de fonctionnaires qui s'est fait assassiner, qui est un drame, le petit garçon qui a survécu, qui était à Necker, figurez-vous, pendant que les casseurs envoyaient, ils ont osé dire qu'on avait cassé les carreaux de la fenêtre du bloc opératoire. Il n'y a pas de fenêtre dans les blocs opératoires, vous n'avez jamais remarqué? Non, il n'y a pas de fenêtre dans les blocs opératoires. Voilà, ils ont tout fait, tout. Et pourtant, le mouvement continue. Et maintenant, ils ne savent plus comment s'en sortir. Maintenant, ils essaient d'empêcher le mouvement. Mais ça, voilà, le peuple français a quand même quelques traditions. Et j'ai vu que la LDH, par exemple, elle a pris la tête du cortège avec les syndicalistes parce qu'ils considèrent que porter atteinte au droit de manifester, c'est gros, quoi. Voilà. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation où si le mouvement populaire continue à se développer, se maintient, on peut obtenir des revirements. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut continuer de défendre notre hôpital contre vents et marées. Merci Jacqueline de toutes ces informations. Vas-y, tu as encore quelque chose à dire. Je voulais juste vous dire que on a un message de Dominique Méda, qui est philosophe et sociologue, qui est professeur à Paris-Dauphine, qui était venu travailler avec nous et à l'Agora notamment, qui s'excuse mais qui tient à soutenir notre mouvement. On a Emmanuel Doquès, qui est professeur en droit du travail à Paris-Ouest, ici à Nanterre. Chère Jacqueline, les attaques fusent dans toutes les directions et évidemment le service public est une des grandes victimes. Je ne serai pas à Paris vendredi soir, malheureusement. Tout mon soutien pour cette lutte tellement justifiée, Emmanuel Doquès. Il y a André Grimaldi, que vous connaissez peut-être, qui est professeur, qui est diabétologue et qui est
professeur à la Pitié-Salpêtrière. Lui, il m'envoie un message en me disant qu'il est retenu à Bruxelles, mais qu'il soutient notre mouvement, et il me dit qu'il aurait plaisir à venir déjeuner avec moi pour parler de ça. Donc je vais, c'est quelqu'un de très bien. Il est venu à un débat de gauche citoyenne. Ah non, je pense pas. Je suis pas sûre que ce soit lui qui paye le resto aussi. Maintenant, les femmes payent aussi le resto. Ah, ça arrive, ça arrive. C'est pas mon cas. Voilà. Et oui, c'est tout ce que je voulais. Un établissement qui rend compte la synergie entre le sanitaire et le social. Ça n'existe pas ailleurs. Nous sommes le seul établissement à avoir à la fois des structures sanitaires et des structures sociales et médico-sociales. Je suis certain que ça n'existe pas en France, probablement en Europe, et je ne sais pas où on pourrait trouver un établissement de la sorte. Deuxième remarque, que Nanterre, ville préfecture, n'ait plus d'hôpital, ça paraît complètement impensable. Troisième chose, moi, vous pouvez compter sur moi pour dénoncer les effets indésirables dans la prise en charge des personnes SDF dont je m'occupe, liées à cette modification de gouvernance. Il n'est pas normal qu'un usager SDF étranger ait besoin de 3 jours pour pouvoir être opéré pour quelque chose qui aurait dû être opéré le jour même et en urgence. C'est un détail. En tout cas, moi, vous pouvez compter sur moi pour dénoncer de façon le plus large possible tous les défauts d'organisation qui pourraient être soumis à des, comment dirais-je, à des plaintes sur défaut de soins ou sur perte de chance. Ça me paraît important. Nous sommes le seul endroit dans lequel, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui arrivait de la rue, s'il avait besoin d'un scanner, d'une intervention chirurgicale, c'était mieux que les citoyens de la ville parce qu'il ne passait pas par les urgences, il allait directement dans les structures concernées, il pouvait être opéré dans les 3 quarts d'heure qui suivaient. Ça, c'est fini. Quelqu'un faisait de la chirurgie ambulatoire en ophtalmologie pour des personnes de la rue, pour des cataractes. Maintenant, si on ne veut pas faire ça parce que c'est rémunérateur dans les cliniques, il faudra aller les faire à Bichat peut-être. Donc quand je verrai une personne venant de la rue qui a besoin d'une cataracte, je vais lui dire, écoutez, c'est pas difficile, vous téléphonez à l'hôpital Bichat, vous prenez un rendez-vous de consultation que vous aurez dans 3 mois, et après on verra si on vous opère. C'est absolument pas acceptable. Dernière chose quand même, il faut que les gens le sachent, c'est que on veut bien de nous, Louis Mourier veut bien de nous pour nos lits infirmiers, c'est-à-dire qu'ils veulent opérer des personnes de la rue, comme tout le monde, mais après, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les reprenne dans les lits infirmiers, c'est-à-dire, je parle peut-être un peu crûment, c'est-à-dire, moi j'appelle ça l'effet poubelle, c'est-à-dire, on prend ce qui rapporte en opérant ces patients, et pour le post-opératoire, on nous demande de les prendre dans les lits infirmiers. Donc, voilà un petit peu les enjeux. En tout cas, ce ne sera pas avec moi que s'il y a cette modification de gouvernance, ce n'est pas avec moi que je vais réorganiser tout le circuit pour faire en sorte que ces personnes soient traitées comme n'importe qui, au même niveau d'ailleurs que les habitants de Nanterre. Vraiment, je m'arrête là, mais sachez qu'en tout cas, vous pouvez vraiment compter sur moi pour ne pas le laisser passer. Parce qu'on parle beaucoup d'argent, et moi j'aimerais bien qu'on parle de temps en temps des usagers et des malades. Merci. Même l'argent, on peut en parler. On a trouvé 41 milliards à distribuer aux grandes entreprises du CAC 40 pour créer des emplois. Les emplois, on ne les a jamais vus. Le chômage continue d'augmenter. Les 41 milliards, ils sont partis, mais on n'a pas 1 million ou 2 pour faire tourner l'hôpital de Nanterre. Alors l'argent, ça va. Et surtout qu'il y en a de l'argent. Il y a les bénéfices et les profits qui tous les ans augmentent. Je vais passer la parole.